traiter sur un sujet qui fait aujourd'hui polémique et qui est un sujet qui a toujours existé mais qui revient beaucoup avec les événements actuels. La différence était l'insurmontable. Donc avec les attentats aujourd'hui, en ce moment sur la différence notamment de religion, beaucoup de personnes se sont posées la question. La différence est-elle insurmontable? Donc pour mener à bien cette réflexion, nous accueillons la philosophe Zoé Brunner qui va nous aider à y réfléchir. Bonjour. Bonjour. Donc tout d'abord, les sociétés ont tendance à considérer que l'autre est un barbare et que leur société est la meilleure. Donc oui, comme nous l'avons vu avec l'ethnocentrisme avec Lévi-Strauss, donc, ce qui signifie qu'une société a souvent tendance à se trouver supérieure par rapport à une autre. Donc Lévi-Strauss est contre ce principe-là et une citation peut aussi aborder ce sujet. Le barbare est d'abord celui qui croit à la barbarie, ce qui remet donc dans le thème de l'ethnocentrisme. D'accord, oui. Et d'ailleurs, Lévi-Strauss disait qu'il fallait se méfier des hommes car ils ne se considéraient supérieurs et n'étaient pas toujours responsables. On a pu voir plusieurs fois dans l'histoire et même actuellement qu'en période de crise, par exemple de chômage, on observe une montée de la xénophobie. Les immigrants sont accusés et les différences se posent alors comme des obstacles. Mais en sont-elles vraiment en fait ? Pas vraiment, parce que selon Rousseau, par exemple, la différence est superficielle. Il part du principe que nous avons tous la même nature humaine, donc du coup que la différence est donc superficielle. Oui. Mais par exemple, pour Montaigne, les hommes sont très différents entre eux. D'ailleurs, il dit il n'y a plus de différence entre tel homme et tel homme qu'entre tel homme et tel animal. Oui, il dit aussi « Je ne sache meilleure école à former la vie que de lui proposer insensiblement la diversité de tant d'autres vies ». Donc par là, il veut dire que la diversité apporte la richesse. D'accord. Donc pour surmonter les différences, il faudrait donc agir moralement. Nous avons dit tout à l'heure qu'en période de crise, les hommes ont tendance à ne pas être responsables et donc à ne pas se conduire de façon morale. Or, pour Kant, la seule loi morale est le respect. Oui, et d'ailleurs, Thucydide et Platon, pour eux, pensent que la morale, donc avec le respect, est bafouée par la politique. Oui. Et d'ailleurs, le philosophe Thoreau dit que dans des cas de conscience où on est mené à choisir entre les lois et la morale, on a alors une obligation morale de résister aux lois et de ne pas obéir. Et c'est ce qu'on a pu voir en Syrie, où des soldats ont refusé d'obéir aux ordres et ont refusé de tirer dans une foule de civils. Mais à ce moment-là, les soldats ont été exécutés. Oui, c'est la loi du plus fort, comme Pascal dans les pensées l'a dit. La tyrannie n'est pas juste par la force, elle peut aussi être exercée sur le plan mental. D'ailleurs, par rapport à ça, Montaigne ne peut cacher sa répugnance à l'égard de la procédure judiciaire, car il dit que les lois se maintiennent en tant que lois parce qu'elles sont des lois, mais pas forcément parce qu'elles sont justes. Donc les lois peuvent s'opposer à la morale et elles ne font pas forcément le fondement de la société pour l'être humain. Oui, non, parce que, encore une fois, comme Rousseau l'a déjà dit, la liberté ne se trouve pas dans les lois judiciaires, mais dans les lois morales. Donc ce n'est pas forcément toujours équitable, juste. Et donc alors, comment juger justement ? Eh bien, en étudiant, en apprenant les différences, on peut apprendre justement à juger, justement, comme Montaigne l'a dit, il se tire une merveilleuse clarté pour le jugement humain et de la fréquentation du monde. Donc oui, c'est en étudiant qu'on peut apprendre justement à juger plus justement. Donc les différences sont en fait une richesse de la nature humaine. Oui. Donc oui, c'est ce que nous avons vu précédemment. Mais alors si ces différences sont une richesse, pourquoi sont-elles considérées comme des obstacles ? Souvent c'est dû à un manque de respect vis-à-vis des cultures et des religions. Donc vu que, comme je viens de le dire précédemment, on juge justement avec le savoir et donc en étudiant, en apprenant, etc. Donc ce manque de respect, je dirais qu'il provient de l'ignorance. Platon l'a dit,
il faut éclairer l'homme pour le rendre meilleur. Comme Rousseau l'a aussi dit, lui aussi. D'accord. Et donc Voltaire est contre les religions parce que pour lui, elles créent le fanatisme. Et le fanatisme est fondé sur une mauvaise connaissance des religions qui n'incite pas du tout à la violence. C'est ce qu'on a pu voir aussi avec ce fanatisme qui peut créer l'homophobie, avec les attentats d'Orlando par exemple. Oui, et bien l'ignorance engendre les amalgames, comme on peut le voir avec par exemple tout ce qui se passe en ce moment sur les musulmans et les attentats, comme pour l'attentat d'Orlando et le crime donc homophobique. D'accord. Mais oui, l'ignorance engendre donc les amalgames. D'accord. Et donc comment éviter cette ignorance alors? Par le dialogue, parce que c'est en dialoguant qu'on apprend des choses aussi, avec le point de vue des autres, et tout ça, on peut réussir à se construire une propre idée et à effacer tous ces préjugés. D'accord. Donc pour revenir à notre question, pour quelle autre raison la différence peut-elle être considérée comme un obstacle? Eh bien par la société, tout a commencé par là avec les propriétés privées. Lorsque l'être humain a commencé à dire ceci est à moi et pas à toi, ça a commencé à créer une différence. Et c'est donc Rousseau qui explique ça comme ça, en disant que c'est la société qui a perverti l'être humain. D'accord, mais par exemple, à sa naissance, l'enfant n'est pas encore perverti par la société. Du coup, comment l'éviter en fait? On ne peut pas vraiment l'éviter parce que tout ça, c'est des idées préconçues, des opinions publiques qui ont souvent été transmises par les médias. Et par contre, pour du coup résister à cette influence, faut apprendre, il faut étudier, il faut se renseigner, il faut développer sa libre pensée. D'accord, merci. Et donc, pour répondre à notre question, la différence est-elle insurmontable? En conclusion, on peut dire qu'elle n'est pas insurmontable, mais pour cela, il ne faut pas se laisser influencer par la société. Donc, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit. C'est ça. Il faut développer sa libre pensée. Il faut aussi comprendre que les différences sont positives, parce que ça apporte la richesse humaine. Oui, et d'ailleurs, la différence est seulement superficielle car nous avons tous au fond la même nature humaine. Oui, et par cela, il faut donc agir moralement, avec respect, chose que beaucoup de personnes oublient. Et surtout, ne pas tomber dans l'ignorance. Ouais, et on peut donc utiliser se référencer au dialogue, et qui est possible grâce au multiculturalisme. Oui, actuellement, c'est beaucoup plus simple de ne pas tomber dans l'ignorance et de mieux connaître les cultures autour de nous. Oui. Donc bonjour, nous sommes sur notre émission de philosophie. Nous avons donc invité Géraud Venant, spécialiste dans l'idée du travail, et nous allons donc lui poser la question: peut-on ne pas travailler? Donc pour répondre à cette question, il faudrait tout d'abord revenir à l'essence même du mot travail, qui était donc tripalium en latin, qui était à la base un instrument de torture. Mais aussi le travail dans l'Antiquité, c'était d'abord un travail servile qui était fait par les esclaves. Donc c'était une obligation qui était réservée donc aux esclaves et pas à la classe élevée des patriciens. Donc pour vous, c'est simplement un moyen de satisfaire évidemment des besoins nécessaires. Mais il ne faut pas justement que le travail soit, que le travail serve essentiellement à subvenir à ses besoins. Il ne faut pas qu'il nous prenne tout notre temps. Parce que si on n'a plus notre temps, on ne peut plus penser, on ne peut plus prendre des vacances. Par exemple, Bernard Stiegler qui dit que dans les vacances, on cherche à retrouver la consistance de son existence. Alors peut-être que le travail nous en empêche, qu'on a oublié cette existence. Donc, et plus on travaille, plus on est habitué à travailler. Donc c'est une expression de la domination de l'homme au final. Oui, le travail différencie l'homme de l'animal, entre autres, hein, bien sûr. Donc c'est une domination de l'homme sur la nature, pas sur lui-même. Mais c'est l'homme qui a inventé le travail, mais j'avais interviewé un jeune élève de première qui nous disait que si on ne travaillait pas, peut-être qu'on aurait plus de temps pour repenser une société, repenser le travail. Mais bien sûr, il faut que ça reste assez cadré pour éviter les tourments de l'oisiveté. Donc créer un univers nouveau, se produire à soi-même sans avoir le besoin de travailler. C'est ça. Et je citerai aussi Boris Begoun qui nous dit que la journée a été envahie par le travail. On a inventé le système du travail et maintenant qu'il prend tout notre temps, on est dépendant du travail. Donc au final, quelle valeur accorder au travail La valeur accordée au travail, ce serait de s'occuper du travail comme occupation.
pour, par exemple, dans une journée, si on n'a pas d'occupation, on est paresseux, on est oisif, mais il ne faut pas que ça devienne une recherche de richesse et donc une espèce d'égoïsme. Donc pour vous, ne pas travailler, c'est laisser libre cours à une réflexion différente Une certaine mesure. Donc, sur un sujet plus actuel, si on veut dire, que pensez-vous de l'idée de la mécanisation sur le travail, justement, pour laisser plus de temps Les robots, par exemple. Les robots. En soi, ce ne serait pas une mauvaise idée de remplacer l'homme par les robots. Par exemple, on pourrait chacun investir dans un robot qui ferait le travail à notre place et en échange, son salaire nous serait reversé. Donc ce serait une bonne idée, mais ce serait repenser pas mal de choses dans la société. Donc pour vous, ce serait l'équivalent d'une voiture pour une famille au final? Oui, il faut que ça reste une machine en robot, programmée par l'homme. Pour conclure, la question principale, c'est est-ce qu'on doit ou pas travailler? Soit le travail, c'est lié à la culture, mais une culture, ça peut être contraire à la raison. Alors en soi, peut-être que, comme je disais tout à l'heure, si on ne travaillait pas, peut-être qu'on pourrait repenser, parce que le travail pourrait nous en empêcher. Hein. Sinon, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est clair. Donc vous êtes d'accord avec Lafargue qui écrivait le droit à la paresse? Oui. Totalement, vous êtes sur les mêmes idées que lui? Une certaine mesure. Donc pour conclure, vous, ne pas travailler se donnerait-il un moyen de réfléchir, donc ne pas se laisser à la paresse pour certaines personnes? Ne pas travailler, c'est ne rien faire, rien du tout. C'est le problème du chômage. Donc pour conclure, il serait possible de ne pas travailler si nous repensions toute notre société. Mais pour cela, pour pouvoir repenser, il faut retrouver l'emploi de notre temps et donc éviter de travailler pour mieux penser. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici en direct pour une émission spéciale Rencontre avec une philosophe. Aujourd'hui, Andrea se présente, va nous éclairer sur la question « Faut-il se ressembler pour s'aimer ?» Andrea. Bonjour, tout d'abord, la ressemblance est une similitude entre des éléments présentant des aspects identiques mais néanmoins différents. Il y a des degrés de ressemblance allant d'un vacarme de famille à la ressemblance au sens mathématique du terme. Mais ce qui se ressemble est aussi dissemblable, sinon il y aurait identité. Hume fait de la ressemblance l'un des trois principes avec la contiguïté et la causalité qui sont à l'origine de la composition des idées fournies par la sensation. Et que pensez-vous du terme s'aimer ? Cette question est assez vaste, mais je vais tenter de vous répondre de la manière suivante. En effet, l'éros, c'est l'amour conçu comme désir ardent d'être uni à une personne, déterminé comme aspiration à un état de soi-même qui n'est accessible seulement au contact de l'autre. En outre, la philia ou amitié désigne les relations dans le respect de la différence et l'estime mutuelle. Et on décrit souvent l'amour comme la plus irrationnelle des émotions. Pensez-vous qu'on aime la ressemblance ? Je ne pense pas qu'il y ait de réponse universellement établie à cette question. Néanmoins, Platon avait une théorie selon laquelle les hommes autrefois étaient nés avec 2 jambes, 2 bras et 2 têtes. Ils vivaient heureux et puissants, mais trop puissants au goût de Zeus, qui les sépara et les contraint toute leur vie à rechercher leur moitié. Seuls les plus chanceux y arriveront, et puis ça nous prouve un peu qu'on aime la ressemblance. Oui, en effet. Et Kant, en évoquant l'insociable sociabilité de l'homme, fait référence à une expérience trop commune. Il disait « Je suis fait pour vivre avec l'autre, j'ai besoin de lui pour partager le plaisir, la peine, le travail, ou même simplement le sentiment d'exister. » Aristophane disait notamment « Notre espèce ne saurait être heureuse qu'à une condition, c'est de réaliser son désir amoureux, de rencontrer chacun l'être qui est notre moitié et de revenir ainsi à notre nature première. » Exactement, je partage son avis. Donc pour conclure le sujet, nous dirons que pour nombre de philosophes, la beauté nous attire car nous y décelons au-delà d'elle-même le signe de la vertu, une idée d'harmonie et de liberté. De plus, certains pensent qu'il faut se ressembler pour s'aimer et d'autres vous diront que les opposés s'attirent. Voilà. Alors ensuite, ce que je laisse paraître, donc cette question est aujourd'hui récurrente. Nous pouvons apporter plusieurs réponses à cette question, mais pour nous éclairer, nous allons accueillir Inès Bénard, une spécialiste sur le sujet. Bonjour Inès. Bonjour, donc en effet je suis ici pour débattre sur la question philosophique suite ce que je laisse paraître. Donc nous avons fait un sondage et nous avons reçu plusieurs questions. La première, pouvons-nous nous débarrasser complètement du regard des autres ? Est-ce que la chirurgie esthétique peut atteindre le mental de la personne qui en a recours ? Ce que je laisse paraître reflète-t-il vraiment ma personnalité ? Et enfin, sommes-nous formatés pour se calquer dans la société ? Donc je reviendrai plus tard sur ces questions dans quelques minutes.
En attendant, je vais introduire et définir le sujet. Donc, suis-je ce que je laisse paraître est une question assez vaste, car elle est habituelle, donc c'est ce qu'il y a de plus difficile à reconnaître. Par exemple, le mot uranu, en allemand, signifie que notre corps n'est jamais parfaitement à son aise, et donc en quelque sorte, nous ne pouvons pas être à 100% naturels. Donc pour reprendre la première question qui a été posée, pouvons-nous nous débarrasser complètement du regard des autres? Donc je dirais que oui, car pour certaines personnes qui ont vraiment la confiance en elles, ils assument tout à fait le fait d'être jugés par autrui. Je suis pas très vraiment d'accord avec vous parce que personne n'est vraiment naturel, même s'il n'avait pas de regard des autres. Donc je vous laisse enchaîner sur la deuxième question. Donc la deuxième question qui a été posée est la suivante. Est-ce que la chirurgie esthétique peut atteindre le mental des personnes qui en ont recours? Donc non, je ne pense pas que la chirurgie esthétique peut atteindre le mental des personnes, car au fond la personne reste celle qu'elle était avant son recours à la chirurgie, même si elle ne laisse pas paraître les mêmes choses. Oui, je suis assez d'accord avec vous sur ce point-là. Donc la troisième question posée était donc ce que je laisse paraître reflète-t-il vraiment ma personnalité? Donc de mon point de vue, cela dépend des personnes, car certaines personnes montrent leur vraie personnalité et la laissent paraître. D'autres peuvent s'adapter au niveau comportemental avec différentes personnes et donc ne pas faire refléter leur vraie personnalité. Je pense quand même qu'il y a toujours une part de quelque chose de caché au fond de nous, qu'on ne laisse jamais paraître. Oui, je ne savais pas entièrement. D'accord. Donc compte tenu de la quatrième question et de la dernière, qui est sommes-nous formatés pour se calquer sur la société? Donc d'après les études faites sur ce sujet et de mon point de vue, je ne pense pas que nous sommes formatés. Cependant, je pense plutôt que pour les jeunes de la nouvelle génération, en quelque sorte, il y a une certaine mode, une certaine tendance qui font que certains se sentent parfois obligés de la suivre, soit par manque de confiance en elles, soit par désir tout simplement. Je suis d'accord. Cependant, je pense que nous avons un inconscient qui nous pousse à se fondre dans la société. Que pouvons-nous en déduire d'après ce sondage? Donc nous pouvons en conclure que nous avons besoin des autres pour se définir nous-mêmes, car avec nous pour seul exemple, nous n'aurions pas la notion qui est l'autre et qui est par rapport à nous. D'accord, merci Inès pour répondre à ces questions. Je vous en prie. Bonjour, en effet, aujourd'hui notre émission consiste à réfléchir sur la question suivante. Suis-je ce que je laisse paraître? Alors, d'une part, en effet, nous sommes ce que nous laissons paraître par nos actes, et parce que en fait, la vie est une sorte de grand théâtre. Nous pouvons notamment le remarquer avec l'exemple de Jean-Paul Sartre avec le garçon de café. C'est un garçon de café et donc il joue un rôle, mais à l'extérieur il n'est pas forcément que garçon de café. D'accord, alors après cette petite introduction, selon vous, le moi ne serait-il qu'une fiction? Je pense que oui, puisqu'à chaque fois que nous disons moi, nous disons avec des émotions, des sentiments différents. Ce n'est pas toujours le même moi, donc... Alors, que signifie être soi-même? Être soi-même, ça revient à l'identité personnelle. Donc pouvoir dire je, être conscient. Alors, dans ce cas, selon vous, l'apparence a-t-elle une place importante dans notre société d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Notamment, on peut le remarquer aujourd'hui avec la chirurgie esthétique. C'est exact. En plus, je pense comme autre exemple, on peut retrouver cette notion d'apparence au quotidien, peut-être dans les entretiens d'embauche. Pouvez-vous nous expliquer cela de plus précis? Par exemple avec les photos ou la sélection? C'est vrai que certaines personnes sont un peu discriminées par rapport à leur physique, puisque notamment je pense... au casting, je pense aussi pour les mannequins. Il y a eu beaucoup
de remise en question là-dessus, puisqu'elles elles étaient devenues anorexiques. Elles sont beaucoup anorexiques, donc ça a une grande importance au final. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, vous pensez que l'on joue un rôle dans une société telle qu'une grande mise en scène. Pouvez-vous nous expliquer cela plus en détail ? Nous jouons, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a l'exemple de Jean-Paul Sartre, le garçon de café. Il n'est pas forcément garçon de café, il est au-delà de ça. Donc comme nous, ici vous êtes journaliste et moi philosophe, mais en dehors de cela, j'ai une identité personnelle, j'ai une histoire. Alors du coup je suis philosophe, mais je suis aussi plus que cela. D'accord. Tout de même, il existe de la discrimination vis-à-vis de l'apparence, que l'on rencontre aussi dans l'histoire, avec l'esclavage par exemple. Pouvez-vous en parler plus précisément de ce fait qui existe depuis des années, malheureusement ? Alors en effet, l'esclavage a été déjà dénoncé par beaucoup de philosophes. Je pense notamment à Montesquieu, qui, dans son œuvre de l'esprit des lois, a beaucoup critiqué l'esclavage de manière ironique, avec des arguments qui, si on peut dire, ne tiennent pas la route, puisque on a mélangé en fait le physique avec l'intellectuel. Donc au final. D'accord. Et pouvez-vous expliquer à notre public ici, de manière philosophique, ce qu'est l'identité personnelle, car vous nous en parlez depuis tout à l'heure, mais pouvez-vous nous définir réellement ce qu'est ce phénomène, cette chose L'identité personnelle revient à pouvoir dire je, être conscient et montrer qu'on est capable de réaliser des expériences et de les aboutir. Avec nos sentiments, nos émotions. C'est l'identité personnelle, c'est pouvoir dire je, mais c'est aussi nous avons une histoire aussi à l'intérieur de nous. Donc on a une histoire, on a une conscience. Et tout ça, on retrouve chacun a sa propre conscience, sa propre identité personnelle. Nous avons tous une histoire différente qui nous définit à l'intérieur de nous. Alors finalement, que pouvez-vous conclure sur cette question de suis-je ce que je laisse paraître ? Et au final, j'ai envie de demander au final qui sommes-nous ? Puisque, par exemple, le moi, nous avons dit tout à l'heure que ce n'était qu'une fiction, puisque nous évoluons à chaque fois. Nous avons toujours des sentiments, des émotions différentes. Et donc, même nous progressons dans la vie de chaque jour. Des choses qui nous renforcent, d'autres qui nous affaiblissent. Donc nous sommes toujours... on peut pas... Vu qu'on évolue à chaque fois, on ne peut pas vraiment dire qui nous sommes réellement, puisque nous sommes toujours en évolution. D'accord, voilà, notre émission touche à sa fin. C'était un plaisir d'être parmi vous et encore merci à Eugénie Larburu pour avoir pu échanger sur cette question. On se retrouve de la semaine prochaine dans Génération de la philosophie pour une nouvelle question.